Super, merci. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous regarderont en replay pour ce bien-être, ce webinaire sur le bien-être équin. Merci Renaud de nous consacrer un peu de temps et de répondre à nos interrogations sur ce sujet qui nous taraude. Euh, je ne sais pas s'il est nécessaire de te présenter, Renaud. Je vais te laisser introduire comme tu souhaites Ok, ce webinaire et puis je te poserai quelques questions au gré de ton propos, si ça te va. très bien, super, super format. Déjà, merci le Sympac de un, faire des webinaires, 2, pourquoi pas qui évoque la question du bien-être et qu'un, 3, bah, merci de m'inviter sur cette question-là, qui est une question toute particulière pour moi parce que je pense qu'elle a énormément de parties à jouer avec la pratique que l'on partage ici, à savoir l'equi-coaching. Donc, on verra ça un petit peu plus dans le détail. Déjà, le titre, non, je crois qu'Hélène, il faut faire une petite mention du titre. Le titre sous lequel nous avançons ce soir, c'est Gestion émotionnelle du cheval en difficulté. Alors, j'adore, moi, dès qu'il y a marqué cheval en difficulté, mais mon cœur bat, mes yeux brillent, mes mains sont prêtes à y aller. On va pas parler que du cheval en difficulté, mais on va parler de celui-là aussi, et notamment dans le cadre de notre pratique. Et pour info, je vais pas me présenter, mais j'ai le souci de me former un petit peu tout le temps, un petit peu souvent. J'adore aller voir les dresseurs, j'adore aller voir les vieux dresseurs qui n'ont pas trop de visibilité, qui ont rencontré énormément de chevaux, donc notamment des chevaux en difficulté. Et je pense que pas mal de ma connaissance et pas mal de mes observables sont venus de là. Et j'ai récemment, par souci de faire taire mon syndrome de l'imposteur, passé la certification bien-être et locomotion à la Sens, et qui a confirmé que j'étais pas trop à côté de mon sujet en parlant de ça. Sur cette certification bien-être et locomotion, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la juxtaposition du bien-être et de la locomotion. Je pense que la question du déplacement du cheval, du mouvement du cheval et de sa locomotion est absolument essentielle dans le cadre du bien-être. On y viendra un petit peu dans le détail tout à l'heure. Voilà pour les grandes lignes du début. Hélène, est-ce que tu as, J'ai toujours des questions. t'as Oui, des je commence, si ça te questions? va. Comment toi, Renaud, tu définirais le bien-être équin aujourd'hui? Je n'ai évidemment pas cette prétention, Hélène, tu t'en doutes. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, vu qu'on n'est pas 1000 derrière l'écran, rapidement, deux, trois d'entre vous, en termes de mots-clés ou de phrases un peu flash comme ça, le bien-être équin, Des à son- copains, du foin, et, les ouais, trois des copains, du F, foin et taratata de soin de soin. Ouais. Food Friends, non, c'est Food Friends Freedom. La liberté, Ouais. liberté. Jérôme, par exemple? Eh bien, en plus de ce que vient de dire Adeline, moi je dirais quelqu'un de conscient à côté du cheval qui sait s'en occuper parce que sinon c'est une mauvaise pioche pour lui. C'est-à-dire qu'une personne formée à côté du cheval. C'est intéressant parce qu'en effet, le cheval, il n'est pas seul à prendre soin de lui ni de son environnement, hein. On est partie prenante là-dedans, et donc le quelqu'un va être absolument essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme. Est-ce qu'on a d'autres partages? Oui, c'est Stéphane là qui parle. Moi, je considère que je suis pas très sachant là-dessus, mais j'ai une dette envers le cheval parce que, comme tous les humains, je maintiens un animal sauvage en captivité. Enfin, je le maintiens pas moi, mais en tout cas, je partner avec un animal en captivité. Donc, nous, humains, on a une dette envers lui parce qu'on doit contribuer à son bien-être. Et donc moi, pour moi, le bien-être équin, il est centré parce que je suis pas propriétaire d'équidés, donc il est centré sur le bien-être quand je suis avec mes clients et les chevaux en séance, et il est centré sur avant la séance. Est-ce que l'endroit où j'arrive, si je le connais pas, est vigilant à ce bien-être, et s'il l'est pas, j'ai pas envie de travailler là. Ok.
Tout à fait, ça c'est quelque chose qu'on partage, hein. J'imagine que vous avez tous des conventions avec les lieux dans lesquels vous allez et la notion de bien-être est à insérer dans ces conventions. À propos de bien-être, il y a un petit sujet qui arrive là au Sympac. Vous connaissez certainement Animal et Cité. C'est une démarche qualité assez active par palier et c'est pas mal de s'inscrire dans cette dynamique de démarche qualité avec les chevaux, les nôtres, ceux qu'on utilise, ceux que l'on loue, ceux auxquels on a accès. Et je vous invite à aller jeter un petit œil sur ce qu'ils font. C'est très intéressant. Il y a de plus en plus d'équicoachs et de médiateurs équins qui s'inscrivent dans cette démarche qualité. Ça s'appelle Animal et Cité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Il y a un vieil adage indien qui dit, enfin, c'est un truc qui vient des westerners un peu aux États-Unis, qui dit à partir du moment où on a mis une fence, un fil quelque part, qu'il soit à 10 mètres ou à 10 kilomètres, on a pété quelque chose chez le cheval, on l'a privé de sa liberté. Et donc, en échange, on lui doit ben, un environnement le plus à propos possible, malgré cette barrière qui est quelque part. Et on verra comment on peut gérer cet environnement qu'on lui doit, comme tu l'as si bien dit, on lui doit quelque chose, on a un service à rendre à ce cheval. En même temps, on verra les avis, mais le cheval est aussi là pour gagner sa vie, peut-être. Donc peut-être qu'à ce titre, il a aussi quelque chose à faire avec nous. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur cette histoire de Marie-Isabelle, peut-être? Oui, il y a deux mots qui résonnent, c'est confort et sécurité, Hmm. vis-à-vis des partenaires chevaux, mais aussi humains. Ouais, tout à fait. La sécurité, vous savez, c'est la base hein, de tout. C'est avant tout le reste, le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité n'est pas forcément la sécurité, mais en tout cas, le sentiment de sécurité va être la base, le préalable à la construction de cette pyramide sur laquelle on va bâtir du bien-être avec le cheval. Merci pour ça, Marie-Isabelle. C'est bon, on a fait le tour? Non. Non. Euh, besoins vitaux, mais pas que. Euh, Ouais. en tout cas, effectivement, c'est la base, mais ça ne suffit pas non plus pour moi à apporter du bien-être. Et en tout cas, ma propre préoccupation depuis longtemps, c'est de pouvoir apporter du bien-être aux humains sans entraîner de mal-être aux chevaux. Et Ouais. le sujet me touche beaucoup enfin, dans ma pratique à l'intention d'un public en situation de handicap, d'une part, Hmm. et d'autre part, dans l'activité d'Equicoach que je démarre. Et c'est vraiment une préoccupation omniprésente pour moi. Hmm, hmm. Je partage complètement cette préoccupation et je pense qu'il va être très largement question de ça ce soir. On est dans une pratique qui est loin d'être anodine. On va voir les enjeux de tout ça, mais c'est une préoccupation permanente aussi chez moi, donc elle est partagée avec toi et je pense qu'elle est partagée pour un très grand nombre d'entre nous, à savoir l'impact de la pratique de l'équicoaching sur le cheval. On va peut-être débroussailler un petit peu ici, mais je pense que ça vaudrait le coup d'une étude un peu plus large qu'on pourrait peut-être motiver ici ou ailleurs. Je vois des têtes qui font ça, on est d'accord avec ça? Avec prise de sang et tout, quoi, sur un panel large. Bon, on va évoquer tout ça. Eh bien, merci, c'est déjà pas mal ce qui a été échangé là. Si on regarde autour de nous, il y a les fameux 3 F, hein, la base de la base. Après, il y a la charte pour le bien-être équin, qui est le truc français peut-être le plus vaste, qui a été signé, je n'ai pas les dates en tête, mais je pourrais vous passer tout ça, qui a le plus de co-signataires. Vous la trouverez très aisément sur Internet, charte pour le bien-être équin. C'est vraiment les fondamentaux, la base de la base de la base. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Derrière, il y a l'IFCE qui, dans le cadre d'Equipedia, a fait un petit fascicule sur qu'est-ce que le bien-être équin. Donc, question gigantesque, ramassée en 4 pages. Donc, c'est ça qui était intéressant. Et en gros, très souvent, quand on cherche à définir, à parler, à définir le bien-être équin, en fait, on parle du mal-être, ou de la souffrance, ou de la douleur. Et on dit finalement le bien-être, c'est l'absence de mal-être.
C'est un peu léger, et c'est un bon début. Et en gros, dans cette plaquette, l'IFCE nous dit, en gros, si il n'y a pas de stéréotypie, il n'y a pas d'agressivité envers les humains, il n'y a pas d'insensibilité à l'environnement ou d'hypersensibilité à l'environnement, on peut dire qu'il y a bien-être. Donc en gros, s'il n'y a pas mal-être, il y a bien-être. Pensons à nous-mêmes ou à nos enfants. Est-ce que notre bien-être, c'est quand il y a absence de mal-être? C'est une grande question depuis l'origine de la médecine. Mais on va essayer de garder un petit peu ça en tête pour avancer. Donc il y a cette plaquette de l'IFCE et après il y a évidemment l'ICES. Vous connaissez l'ICES? ISES. l'International Society for Equine Science, qui a énormément travaillé sur un consortium de chercheurs, de vétos, d'éthologues, sur comment, en gros, on va dire, bien entraîner les chevaux. Donc il y a 10 règles d'entraînement. Mais ça concerne le cheval entraîné, le cheval au travail, le cheval à l'entraînement. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que nos chevaux, tiens, je vais faire un petit scan là, ne sont pas entraînés à l'équicoaching? Qui a des chevaux entraînés à l'équicoaching? Cool. Donc nos chevaux, ils sont soit issus d'autres pratiques, soit relativement vierges, mais on ne dresse pas l'équicoaching, contrairement à la médiation. Le cheval de médiation équine doit être préparé. Le cheval d'équicie doit être préparé. Nos chevaux, on les espère vifs, frais, disponibles dans le relationnel, mais pas dressés. Donc, ces considérations de l'ICES sur les 10 règles de l'entraînement du cheval ne nous concernent, nous, ici, a priori pas. Donc, finalement, le cheval, d'après l'IFCE, va bien. S'il n'a pas de sérotypé, il n'est pas agressif envers l'humain, il n'est pas ni insensible, ni hyper en vigilance sur son environnement. Est-ce que ça vous suffirait, vous, ça, comme définition? On peut faire des trucs avec la tête. Oui, non. Non, ça paraît un peu léger. Surtout qu'on va pas pouvoir en parler, ça, vraiment avec nos clients dans le cœur de l'action. En gros, je pense que quand on parle du bien-être équin, il faut imaginer deux choses. Il y a l'état permanent du cheval, à long terme, et l'état du cheval dans l'instant de la pratique. Et ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc on sait tous plus ou moins comment favoriser le bien-être équin à long terme. Il y a énormément de ressources, toutes celles que j'ai citées et d'autres. Et on peut faire en sorte d'avoir chez nous ou dans les structures avec lesquelles on travaille un cheval en relatif bien-être global et général. Après, il y a quand on le prend et quand on l'amène dans une carrière, un manège, un rond de longe pour aller faire de l'équicoaching. Et je pense que c'est plutôt de ça dont on va essayer de parler. Si on considère que le bien-être, c'est toujours l'absence de douleur, dans le cadre d'une activité, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Sue Dyson, une petite chercheuse anglaise super géniale et rigolote, qui a fait l'éthogramme de la douleur. Vous allez trouver ça en ligne. Je mettrai les ressources à la fin en note. Sue Dyson, S-U-E plus loin D-Y-S-O-N, éthogramme de la douleur. Et il y a 100 photos de chevaux en situation de travail essentiellement montés en souffrance physique. Et donc, ce sont toujours telle attitude, soit sur un temps relativement long, soit de manière répétée à échéance régulière. Par exemple, cheval au trot qui a la queue à gauche pendant plus de 10 secondes, maintenu avec un effort musculaire. Là, on peut dire qu'il y a douleur. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très, très, très précises, mais qui peuvent vous aider à vous exercer l'œil, en fait, sur des parties du cheval, des tensions des muscles. Et c'est pas parce qu'il y a l'événement qui a douleur, mais par contre, si c'est maintenu ou répété dans le temps, on peut dire de manière objective qu'il y a douleur. Ça, c'est une première chose. Mais là, vous comprenez qu'on ne parle que de douleur physique. Et je pense qu'avec le cheval, on peut parler évidemment de mal-être émotionnel.
s'il est question de définir le bien-être, on va aller sur les deux registres, et même, j'ai envie de dire, un peu plus loin, mais on va envisager le cheval est en mouvement physique, on est OK avec ça, et le cheval est en mouvement émotionnel. Et quand ces deux choses-là bougent, alors souvent ça bouge de manière liée. Moi j'aime à dire que l'esprit du cheval est dans son muscle. Donc chez lui c'est très collé hein, par rapport à chez nous. Nous on peut avoir un esprit qui y va quelque part et nos muscles qui racontent une autre histoire. On voit ça même très souvent. Chez le cheval c'est très lié, mais quand on va tout de suite penser au physique et à l'émotionnel. On ne va pas penser qu'au physique quand on parle de bien-être, mal-être. Et il n'y a pas d'éthogramme de la douleur émotionnelle du cheval, ce qui est quand même très embêtant. Parce que dans notre pratique, on va faire bouger des gens, enfin, on va constater que les gens bougent émotionnellement. En résonance, on va avoir des chevaux qui bougent émotionnellement, mais on n'a pas les. Personne s'est collé à ça. Donc, si vous voulez, on va essayer de se donner des billes un petit peu là-dessus pour voir comment on peut commencer à mesurer, puisque la question c'est comment je définirais le bien-être équin. Comment on peut commencer à se donner des observables pour voir au moins si notre cheval est OK ou pas OK dans la pratique qu'on a avec lui. Ça vous va un petit peu comme programme, ça? Super. Eh ben, cool. Hélène, Vas-y, est-ce qu'on avance. continue la. Il y avait une remarque quand même, je le dis, Ouais, de Véronique qui dit, encore faut-il être capable d'identifier les signes de mal-être, y compris chez les chevaux introvertis ouais, et ou en résignation acquise. Est-ce que tu veux pourquoi préciser à pas. ce moment-là? Alors, si vous voulez, parce qu'il y a énormément, énormément de langage, et suivant les bouquins que vous avez lus, vous allez avoir de la traduction ou du français direct. Moi, j'adore rester dans un langage simple, universel. Comme ça, tout le monde comprend, c'est générique et il n'y a pas de baston. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des soirées débat avec les R+, les R- et tout ça, mais ça peut être super sexy comme soirée. Et à la fin, on se crêpe le chignon sur des intitulés. Euh, on va pas parler non plus de cerveau gauche, droit, extraverti, introverti. On va prendre un cheval. Ok. On va partir de choses qu'on peut partager avec nos bénéficiaires, par exemple. Le cheval dur est dans le mal-être. Le cheval mou est dans le mal-être aussi. Le cheval en mouvement, non contrarié, est dans le bien-être. Le cheval en mouvement, non contrarié, actif, avec un intérêt vers la personne, est vraiment dans le bien-être. Ça donne des pôles, vous voyez ce que je veux dire, des images. Donc, là-dedans, au-dessus de tout ça, peu importe le modèle de cheval, sa situation, il faut comprendre la mécanique du stress. Le stress a trois expressions qu'on connaît tous. L'attaque, la fuite, la sidération. Nous, c'est exactement pareil. Une entreprise, d'ailleurs, c'est exactement pareil, hein. Du stress en entreprise, ça s'appelle version attaque, ça s'appelle un prud'homme. Du stress en entreprise version sidération, ça s'appelle du burn-out. Enfin bref, tous les organismes vivants, mouvants, fonctionnent avec ça. Donc l'idée, dans un premier temps, avant d'aller trop loin, c'est de jouer au détecteur de stress. Vous me suivez? C'est OK pour tout le monde? Et essayer de s'exercer à voir quand il y a début d'attaque, début de fuite, début de sidération. Qu'est-ce que ce serait pour vous, par exemple, un début de fuite? Un regard porté vers l'extérieur ou vers les congénères ou vers et un lien visiblement coupé par ce mouvement-là. Ouais. Ce serait un nez plutôt à l'extérieur, en dehors de la conformation squeletto-musculaire du cheval. C'est-à-dire, aux deux mains, le cheval fait ça. Mais on parle de 4 degrés, hein.
et il a tendance à marcher un peu vite. Là, le cheval dit, je fuis la situation, elle est inconfortable pour moi. Et en fait, si on, et on va voir toutes les modalités, mais si on apprend à réagir aussitôt que ça, on peut tout à fait récupérer ça chez le cheval. S'il voit qu'on le considère, s'il voit qu'au niveau, en termes de signal, en termes de respiration, au niveau musculaire, on dit, ah, j'ai vu ça, regarde, inspire-toi de moi, synchronise sur moi, il se sent vu dans sa difficulté, considéré dans sa difficulté, il va recréer du contact avec la personne, la fuite va disparaître. Tout ça pour vous dire que si on détecte le stress tôt et si on arrive à le prendre en charge tôt, c'est que de l'expression et c'est pas du mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le registre de notre pratique, ça commence à devenir intéressant. Parce que l'être humain s'exprime, il est là pour ça, le cheval s'exprime, il fait son travail, et on va travailler dans la résonance de ces expressions, sans aller taper le mal-être, la préoccupation de Véronique. Qu'est-ce que serait une toute petite attaque? Donc, émergence de stress, expression attaque, au minimum. Simplement une proximité, évaluer la cible, ce qu'ils font auprès entre eux. C'est un cheval qui viendrait dans une proximité un petit peu soudaine, un petit peu immédiate, sans que ça soit au rendez-vous de l'action. C'est un cheval qui se donne des possibilités peut-être d'attaquer plus tard. Et vous voyez comme parfois on réagit très très vite. On voit des chevaux qui poussent, qui poussent les bénéficiaires avec la tête tout en ayant l'arrière-main incurvée sur la personne. Ça veut dire je t'attaque très fort et je suis prêt à t'attaquer au point de te faire mal musculairement. C'est une gigantesque attaque. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des signes de stress aussi gros, aussi émergents avant de réagir. Parce que sinon, c'est trop tard. Et sinon, il n'y a pas de dialogue. Alors qu'une toute petite attaque, on peut dire, ah, je vois que tu fais ça, je comprends que tu fais ça parce que tu stresses. Allons voir ce stress. Rétablissons ta grande passion cheval qui s'appelle l'homéostasie. On remet les verres d'eau plats et on continue. Et donc, enfin, qu'est-ce que ce serait pour répondre à la question de manière un petit peu plus précise? Qu'est-ce que serait du stress option sidération chez un cheval? Ben, ce serait un ralentissement et un durcissement général. C'est-à-dire un tout petit peu moins d'engagement, un peu moins vite, l'encolure qui arrête de faire ça, les yeux qui arrêtent de cligner, les hanches qui arrêtent de faire ça, petit durcissement. Votre cheval est en train de s'envoyer du cortisol pleine balle. Bientôt, il ne bougera plus. Bientôt, même avec une chambrière, il ne se passera plus rien. Alors que si on détecte très tôt, ben, il y a peu de cortisone qui part dans le sang, donc ça va durcir moins les muscles. On va pouvoir mettre une belle respiration là-dedans et relancer la machine. Vous voyez où je veux en venir? C'est OK pour vous? Donc déjà, en matière de bien-être, c'est éviter le mal-être. Pour éviter le mal-être, réagir tôt, travailler sur des expressions qui sont juste du dialogue et pas attendre d'être dans le rouge pour constater qu'en fait, oui, c'est une pratique qui peut être très invasive, très difficile pour les chevaux et se poser des questions d'éthique sur l'utilisation qu'on fait des chevaux dans le cadre de l'équicoaching. C'est OK pour vous tout ça là? Oui. Donc je crois que le point sur les trois expressions du stress, c'est pas mal. Ça fait du bien déjà de se remémorer ça. Ça fait du bien de se dire que si on s'entraîne à le voir très tôt, on peut le désamorcer ou le faire désamorcer par notre bénéficiaire d'ailleurs. Et ça va être génial dans le cadre de notre pratique. Et peut-être qu'après, on peut aller sur des observables un petit peu plus connus, un petit peu plus standards, mais en allant un petit peu dans le détail. Par exemple, qu'est-ce que vous regardez, vous, ou qu'est-ce que vous donnez à regarder ou à voir à vos bénéficiaires si on fait un petit tour de table? En gros, quels sont les indicateurs comportementaux,
les plus fiables pour évaluer l'état émotionnel du cheval? Question 2, chère Hélène. On se fait un petit partage de ça? Est-ce que c'est plutôt la bouche? Est-ce que c'est plutôt les yeux? Est-ce que c'est plutôt l'encolure? Est-ce que c'est plutôt l'engagement des postérieurs? Adeline? Je commencerai bien par l'encolure, moi, en premier observable. Hmm. L'encolure, c'est bien, c'est gros. En gros, pour faire simple, Tessa nous dit allure, respiration, tête. Ouais. L'encolure, elle bouge ou elle bouge pas. Donc même sur un enfant de 8 ans, c'est très facile, hein. Soit ça fait ça, soit ça fait plus ça. Quand ça fait plus ça, c'est qu'il y a attention. S'il y a attention, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il y a mal-être, physique ou émotionnel. Euh, L'allure, en effet. Une allure, ça se construit, ça se déconstruit. Donc simplement se passionner pour les postérieurs d'un cheval et simplement regarder s'il y a de l'engagement sous la masse, ça va nous donner, en fonction des fluctuations de ça, hein, son état de bien-être, mal-être. On est d'accord qu'on garde toujours en tête, il y a son état global, général, permanent. Le cheval est dans l'état qu'il est. Et là, on est en train de regarder le cheval dans le cadre de la pratique. Donc, il est arrivé comme il est arrivé. On espère qu'il ne soit pas en difficulté physique. Si vous voulez, on fera un petit passage sur les difficultés physiques. Mais on voit ces fluctuations en fonction de l'impact de notre pratique sur lui. On est dans ce registre-là. Donc, l'encolure est à regarder, l'allure est à regarder, la respiration, en effet, les naseaux. Alors déjà, les naseaux, c'est très simple. Ils respirent ou ils ne respirent pas. Mais il est d'intérêt quand même de regarder si les naseaux respirent ou pas. Et au-delà de ça, la version trash, un petit peu, il est pincé ou il n'est pas pincé. Un naseau pincé ne respire pas, ou très peu. Un naseau rond respire. Un naseau qui s'arrondit respire. C'est tout bête, mais souvent il faut réviser un petit peu ça. Si un naseau respire pas, qu'est-ce qui va se passer très rapidement derrière? Manque d'oxygène. Gêne et donc inconfort manifeste. Voilà. Donc, dégradation de l'allure. Donc, cheval qui va plus lentement. Donc, peut-être bénéficiaire qui lui dit d'accélérer, mais dans l'attention, mais il n'y a pas d'oxygène, donc il accélère mal. Et là, on peut commencer à aller de manière très certaine, sans trop le vouloir, hein, vers du mal-être. On n'a pas vu que le naseau ne permettait pas l'apport d'oxygène dans le cœur et le muscle du cheval. On demande au cheval d'accélérer, il n'a pas d'oxygène, il ne peut pas, donc il va peut-être stresser, donc il va peut-être attaquer, etc. Et moi, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est cette sorte de réaction en chaîne et comment on peut désamorcer ce genre de truc. Le port de tête, en effet. Un port de tête très haut et assez fermé, c'est une contraction musculaire difficile, donc a priori, un cheval qui n'a pas besoin de le faire ne le ferait pas naturellement. Un port de tête assez bas avec un angle tête en colure assez ouvert, c'est le signe d'un cheval qui se relaxe, qui se met à l'aise. Et plus il va détendre son avant-main, plus il va étirer son encolure et avancer un petit peu son bout du nez, plus il se met à l'aise pour favoriser sa locomotion dans tous ses dorsales et favoriser sa poussée des postérieurs. Donc on commence à se dire là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Renaud, un cheval qui cherche des truffes, comme j'appelle. Ah, on va voir, je le garde en tête. Cherche des truffes. Mais on commence à se dire que assez simplement, si on a un petit peu la curiosité et la gourmandise de tous ces observables, merci, là, quand ça raidit, ça limite et ça se fige, c'est mauvais signe. Quand ça se détend, ça se déploie et ça s'allonge, c'est bon signe. Tout simplement. Partir de là, c'est très facile. Et après, on va avoir la passion d'aller voir la petite oreille, le petit œil, la queue à gauche ou à droite, le postérieur, la hanche qui bouge, le truc et le machin. Mais déjà, ça, c'est simple. Donc, le cheval qui cherche des truffes, qu'est-ce qu'il fait? Sylvie, il fait du bien à son dos.
Il étire parce que c'est permis, parce qu'il n'y a pas un cavalier qui tient les rênes, par exemple, ou un longeur qui tient la longe. Il étire toutes ses premières cervicales, tout ton garrot. Tu sais que le garrot, c'est ça, hein. Donc un garrot, ça s'ouvre. Et pour que ça s'ouvre, eh ben, il faut mettre la tête en bas. Tu peux faire l'expérience, hein. Vas-y, baisse la tête, Sylvie. Ah, ça fait du bien là derrière. Ouais. Donc le cheval, il fait ça au niveau de son garrot. OK? Donc le cheval qui cherche des trucs, c'est ça. Après, le cheval qui tombe sur les épaules, c'est pas génial non plus, Sylvie, hein. Mais le cheval, naturellement, vient étirer tout son garrot, ses dorsales et tout ça. Donc, on en est où? On en est à détecter le stress, fuite, attaque, sidération. Regardez des observables simples. Œil, bouche, tension musculaire autour de la bouche, oreille, tension musculaire des 4 premières cervicales, relâchement général de l'encolure. Le dos, normalement, il pompe. Si le dos pompe pas, le cheval est bloqué. Et parce que ça pompe, normalement, les hanches font gauche-droite et en dessous, les postérieures viennent bien chercher sous la masse. Ça, c'est le cheval qui est à l'aise dans son corps et dans son émotionnel. Pour qu'il soit encore mieux que ça dans son émotionnel, il faut, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre votre métier, qu'il soit en relation avec un tiers. Le cheval seul, ce n'est pas une bonne idée. Le cheval est toujours en interaction. C'est-à-dire qu'il va faire tout ça avec l'oreille dirigée vers la personne d'intérêt, un œil dirigé vers la personne d'intérêt, et pourquoi pas un naseau légèrement incurvé, c'est-à-dire il dit je suis en contact et on est en train de parler tous les deux. Là, vous avez le max du bien-être physique et émotionnel. Le mal-être, c'est quoi? C'est l'inverse. Très simple. Tête à l'extérieur, oreille pas sur la personne, pourquoi pas plaqué, figé, une allure avec de la cassure à l'intérieur des angles, la tête qui n'est pas liée aux épaules, les postérieurs qui ne sont pas liés aux épaules, un truc qui ne marche pas, rien qui bouge, tout qui est dur. Et surtout, ça va soit trop lentement, soit trop vite. Là, vous êtes dans le max du mal-être. Le but du jeu, c'est pas d'attendre ça avant de réagir et surtout pas attendre ça avant de faire réagir notre bénéficiaire. Donc, s'éduquer l'œil, nous, et éduquer l'œil de nos bénéficiaires. Moi, j'aime bien dire que quand on travaille des chevaux, au niveau équestre ou même dans le cadre de notre pratique, on a une responsabilité et un boulot, c'est mettre les bonnes hormones dans les bons muscles au bon moment. Je ne sais pas si vous vous accordez à ça. Ça me vient du cheval difficile. Le cheval qui ne veut pas embarquer dans la boîte, là, dans le petit vent faux trace, une place et demie, c'est d'abord une histoire d'hormones au bon moment dans les bons muscles, avant d'être une histoire d'éducation et de capacité à supporter l'étroitesse du vent. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle ou pas? Vous pouvez faire ça ou ça ou ça. Et donc, est-ce que ce serait de mettre la bonne hormone au bon moment dans le bon muscle? Enfin, un petit tour de... Pas sûr d'avoir les bons termes. Je suis pas sûre que ça soit dopamine, enfin que ça soit d'amener des. On s'en fout des termes, décrit une situation. Ouais. Une situation, ouais, c'est des observables de la décontraction, ne serait-ce qu'à l'arrivée devant le van. Ouais, Je pense par ça, enfin l'abord, on va dire. mais une fois, imagine un cheval qui est hyper réactif face à un vent. Comment tu fais pour lui mettre les bonnes hormones dans les bons muscles au bon moment? Euh, je dirais, je maintiens le mouvement. Je Ouais, reste dans le mouvement. le mouvement.
Le mouvement, c'est la clé à tout. Pourquoi? Parce que ça fait circuler en effet les hormones, parce que ça va défiger ce qui est figé. Ça va être super important. Parce que ça va appeler un besoin de respiration et peut-être un besoin de déblocage de la mâchoire. Et surtout, 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 parce qu'il est beaucoup question de confiance, là, je vois dans le... et de choses qui antécèdent de préparation. Surtout, ça va mettre le cheval en synchronisation avec notre mouvement. Et le cheval va donc pouvoir s'inspirer de notre corps à nous. Et si nous, on est confiant, bien dans notre corps et pas stressé, ça va être une ressource gigantesque pour le cheval. Et là, on touche à un sujet qui m'est particulièrement cher. Oui, le cheval ami avec d'autres chevaux ou ami avec des humains synchronise au niveau musculaire, au niveau émotionnel. Il synchronise les compétences et les ressources. C'est un truc de cheval. Il met en commun. Donc mettre les bonnes hormones dans les bons muscles au bon moment, c'est dire à un cheval, je vois que tu es stressé, je vois que tes antérieurs sont super figés, commencent à trembler, je vois que ton arse est tout tremblotant, je vois que ton cou est tout dur, je vois que ta bouche est dure, je le vois, je mets peut-être mon doigt dans ta bouche pour te montrer que j'ai vu, et regarde moi comme je bouge et comme je me laisse aller, comme je respire. Et là, c'est comme si on lui faisait des picousses d'hormones dans les bons muscles au bon moment. Notre corps devient une ressource pour le cheval par effet de synchronisation. Et donc le corps du bénéficiaire peut devenir une ressource de bien-être, de régulation surtout, pour le cheval. Et là, excusez-moi, mais on rentre un petit peu dans le max de la rencontre entre un humain et un cheval. Si on dit que l'équicoaching, c'est avant tout une histoire d'interaction, de régulation, là, on est au cœur du truc. Ça vous parle, ça? C'est OK? J'ai besoin de reformuler peut-être un petit peu? Bonjour, Carole. T'arrives dans le noyau dur du sujet, là. Oh bien, je suis trop contente. Par ailleurs, je suis désolée d'être arrivée si tard. J'étais avec nos amis de Stimac. Je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie d'entendre au moins un petit bout en live du webinaire de ce soir. Merci Renaud. Et par ailleurs, même si je viens juste d'arriver, je suis super d'accord avec les derniers mots que j'ai entendus. Donc, bah merci, Carole. Donc là, on a un truc qui est assez fort, c'est que, un, si on a appris à se passionner un petit peu pour l'émergence du stress, on s'est dit, OK, le stress, le but du jeu, c'est de le voir le plus tôt possible, parce que désamorcer un petit stress, c'est facile, désamorcer un gros stress, c'est quasi impossible. Deux, j'ai des observables faciles, pour lesquels je me passionne un peu. Bon, allez, vite fait, œil, bouche, encolure, naseau, oreille, postérieur, on va se limiter à ça. Trois, le cheval synchronise sur moi, donc je suis une ressource, je suis un corps magnifique. Dieu nous a tous donné des corps magnifiques, plus ou moins. Moi, je suis trop grand et tout dur. Mais dedans, j'ai du sang qui bouge, j'ai des hormones qui tournent, j'ai de la respiration. Le cheval le cheval voit ma bouche, mes yeux, mes bras qui font ça et s'en inspire. C'est-à-dire que je peux aller au secours en toute responsabilité de mon cheval. Je peux envoyer mon bénéficiaire au secours de ce cheval. Ça va être le plus beau moment de sa vie, très sérieux, très certainement. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'impact de notre pratique bien faite, mal faite sur le fameux bien-être du cheval. Est-ce qu'il y a une manière de pratiquer l'équicoaching qui aurait un gros impact sur le bien-être de nos chevaux? Est-ce qu'il y aurait une autre manière de pratiquer l'équicoaching qui aurait un impact réduit et peut-être responsable sur le bien-être de nos chevaux? C'est la question de... Je reviens vers Hélène un petit peu, qui nous disait comment trouver un équilibre entre l'utilisation du cheval comme miroir et le respect de son intégrité émotionnelle. On est en plein dans le sujet là. Je pense à être sans intention, pas d'attente. Laisser faire, observer.
Et ouais, mais ça peut être hyper dur à vivre pour un cheval. Comment? Ça peut être hyper dur à vivre pour un cheval. Le cheval, il arrive dans un environnement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours le point sur ses ressources et ses compétences. Donc il arrive dans un rond, un carré de longe, il y a un être humain, soit c'est une ressource, soit c'est une compétence, soit c'est rien du tout. Si c'est rien du tout, c'est pas génial. Mais quand je dis ça, c'est prendre le temps de l'observer. Ouais. Par contre, je te rejoins tout Moi, à je le mettais fait. sur la posture d'Equicoach, pas Ouais, du bénéficiaire qui est ouais. dans, tu vois, c'est la différence. Mais en effet, dans un premier temps, et je te rejoins tout à fait, eh ben, éduquer un petit peu notre bénéficiaire sur ces points-là qu'on a vus. Lui dire, oui, bénéficiaire, même si tu n'as rien demandé à personne, peut-être qu'on t'a envoyé là, t'es par défaut une ressource et ou une compétence. Donc à partir de là, pouf, tu as mis un pied dans le sable, tu es responsable. Désolé, cher bénéficiaire, mais ça va être génial. Tu es responsable de quoi? Eh ben, dans un premier temps, de mesurer l'impact que tu as sur ce cheval. Le simple fait d'être là. Et on va juste en effet regarder. Est-ce que ta présence le durcit, le ramollit, le pétrifie, le rend nerveux, le rend attaquant? Juste voir ça, constater. Et je pense que dans un premier temps, et tu as entièrement raison, Marie-Isabelle, l'idée c'est de se dire on va aller voir ce que ça fait. Mais tout de suite, on va mettre le souci dans l'œil de notre bénéficiaire. Parce que trop souvent, par volonté d'abord de ne pas mal faire, enrubanné dans un catalogue de bonnes pratiques et de soucis de bien faire, eh ben on ne fait pas et en fait, en ne pas faisant, on fait des choses qui sont pas top, pas top, pas top. Moi, je vois trop souvent des chevaux en équicoaching qui ne sont pas considérés, qui sont dans des sous-allures, c'est-à-dire dans un mouvement qui est entravé par, allez, on va résumer par de l'émotionnel, et on dit, bah, il est décontracté. Eh non, il n'est pas décontracté, il est en train de se sidérer petit à petit. Et du coup, on ne lui demande pas d'accélérer. On ne veut pas avoir une action sur lui, parce qu'on ne veut pas contraindre. Mais souvent, si on se dit qu'on est responsable, on est au moins responsable d'un mouvement libre. Et ce mouvement libre, eh ben, notre bénéficiaire va falloir qu'il le provoque. C'est pour ça que le rien faire peut générer du mal-être. Alors que dire à un bénéficiaire, vous êtes responsable de quoi? De l'état général de stress de cet animal et en miroir du vôtre. Et d'abord, on va juste aller voir ça et poser un petit peu de conscience et se dire qu'on est un petit peu responsable, déjà là, on a fait le boulot. Je pense, on a un petit peu échangé avec Hélène avant là-dessus, c'est qu'un des meilleurs leviers pour garantir des bonnes pratiques et le bien-être de nos chevaux en équicoaching, c'est faire monter un petit peu la responsabilité de nos bénéficiaires, nos clients. Ça vous parle, ça? Tout considérer, ce qu'on a dit avant. Notre corps est une ressource. Si c'est une ressource, ça peut aussi être un handicap gigantesque. Parce que l'effet miroir, bien évidemment, nous, on le cherche côté bénéficiaire, mais il est aussi côté cheval, hein. Faites le jeu de longer vos chevals, de durcir vos bras, durcir votre bouche. Votre cheval va cesser d'avancer très rapidement. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras, tirez la langue, votre cheval va s'étirer, va s'étirer, va s'étirer, va s'étirer. Ça, on le voit tous les jours, ça devrait être au cœur de notre pratique. Donc, faire comprendre à notre bénéficiaire que l'effet miroir, il est des deux côtés et qu'il peut avoir un impact bénéfique sur le bien-être du cheval, c'est le rêve bleu de l'équicoaching fait en considérant le bien-être du cheval. On est d'accord avec ça? Je, je pense qu'il faut peut-être rajouter à ça, si on est au clair déjà avec tout ça, la notion de lien. Le cheval est un animal qui est par défaut en lien. Donc un lien qui serait difficile, voire impossible, je pense au cheval contre-incurvé qui va trop lentement ou trop vite, qui ne veut pas créer de lien, ça va générer du mal-être.
Créer un lien avec un cheval, c'est pas une compétence anodine. On ne peut pas espérer que tout le monde sur la Terre soit à même de créer du lien avec un cheval. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, émérites consoeurs et confrères, mais créer un lien, c'est pas évident. Et on sait que ce cheval en a besoin pour être bien. Et moi, à titre individuel, on partagera après, c'est là que j'ai le plus de souffrance et de tristesse. C'est voir des chevaux seuls, en fait. Du fait de la difficulté de créer ce lien. Et je sais que c'est pas offert à tout le monde de créer un lien avec un cheval. C'est pas du tout évident. Quoique tous les enfants de 5 ans savent le faire, avec beaucoup de talent. Mais je crois que si on veut aller au bout de cette question du bien-être animal, donc il y a, oui, l'état général, l'état particulier. Dans l'état particulier, regarder les observables de base, avoir le souci du stress, se dire que notre corps a une incidence, que ça peut être une ressource énorme. Et le tout dernier truc, c'est offrir ce lien à ce cheval, qui va faire en sorte qu'il ne sera pas seul et qu'au niveau émotionnel, il va se dire, OK, je suis en résonance avec quelqu'un, ça va, je peux gérer. On va pouvoir jouer à son jeu préféré, qui est l'homéostasie. Et donc, on va pouvoir offrir au cheval la capacité à faire de l'homéostasie, c'est-à-dire réguler les mouvements intérieurs, extérieurs, lui, vous, nous, l'environnement, et partir dans les 4 grandes dimensions du cheval qu'il faut connaître pour pouvoir bien s'en occuper, qui sont un, son environnement, 2, son émotionnel, 3, ses capacités cognitives, et 4, ses capacités physiques. Et c'est un peu les 4 trucs que je rajouterais à ce qu'on a dit. Si on peut considérer ces 4 mondes du cheval et lui permettre de se réguler là-dedans, c'est-à-dire de faire de l'homéostasie, je pense qu'on est à l'abri de toute mauvaise pratique dans le cadre de l'équicoaching. Ça vous parle tout ça? Est-ce que ça parle à Hélène qui a un peu préparé avec moi ce webinaire et qui avait séquencé tout ça? Renaud, tu es parfait. Enfin, en tout cas, on peut Ah dire que tu bah, lis tant parce que j'espère j'ai pas eu pas. besoin d'intervenir. Tu as balayé toutes les questions qu'on avait préparées. Donc, moi, ça me parle. Et j'ai l'impression que ça laisse les autres quoi. Et voilà, je vous invite Peut-être que c'est le moment d'échanger, ouais. voilà, à échanger, à poser vos questions, soit en utilisant votre main numérique pour prendre votre micro ensuite, soit par le chat. N'hésitez pas. Stéphane, vas-y. Oui, je vais peut-être pas être capable de baisser la main tout de suite. Là, je suis au volant, mais je vous entends et vous m'entendez bien, ça va? Oui, Ok. Je souscris complètement sur ce que tu viens de dire, Renaud. À partir du moment où on prend en compte ça en étant centré sur le cheval, nous sommes à l'abri de toute mauvaise pratique en équipe coaching. J'ai envie d'ajouter, euh, enfin, une limite, ou plutôt une précision. Nous sommes à l'abri de toute mauvaise pratique concernant le bien-être équin. Et peut-être la limite de cette concentration sur le cheval, et c'est peut-être aussi ce qui nous guette quelquefois, en tout cas moi j'ai été pris les mains dans le pot de confiture, ça m'est arrivé, c'est de dire attention, on se trompe pas de client. Le cheval, c'est un partenaire de choix précieux auquel il faut porter toute notre attention. Euh, je suis un fan du double regard et attention à ne pas oublier que notre client, toi tu parles de bénéficiaire à juste titre, mais moi j'appelle ça un client, c'est à lui que nous nous adressons. Il a besoin de notre considération aussi. Donc la difficulté de notre métier, c'est de considérer le cheval, comme tu viens de le dire, et de considérer notre client comme étant lui aussi en miroir, sujet à des possibilités de mal-être qu'il faut pouvoir détecter avant qu'elles se manifestent d'une façon par l'action, j'allais dire. Voilà, c'est juste la limite que je voulais introduire avec et la grande richesse du double regard ouais. quand on est plutôt que tout seul. Je suis entièrement d'accord avec toi. On parlait d'une première intention
Et j'avoue, alors après, ça se partage ou pas, qu'en première intention, tout comme j'aime bien rendre mon cheval à l'entraînement autoporteur, alors c'est pas que j'entraîne mes clients, mais j'aime bien que mes clients soient rapidement autoporteurs sur les questions des observables, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Stéphane? Et que Oui, oui. rapidement, ils s'inscrivent, sans que ça soit le sujet hein, de la chose, mais que rapidement, ils puissent avoir de l'autonomie dans ce dialogue avec le cheval. Évidemment, mon regard est double, voire un peu plus client, on est bien d'accord. Sandrine, Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là? oui. Ok. Oui, je rejoins Stéphane. Le double regard, c'est même un triple regard parce que c'est observer et le cheval et le coacher et la relation, le binôme en fait, la Oui, relation oui. qui se passe et c'est ça qui est. Enfin moi, je sais qu'à chaque fois, je fais des allers-retours entre ce triangle en fait, et je passe beaucoup de temps au départ à expliquer les observables que tu as balayé, Renaud, hein, c'est ça, hein. Tous ces observables de la qualité de l'état du cheval et de la qualité de la relation qui est en train de s'établir entre ces deux personnes, hein, entre le cheval et la personne. Et je mets beaucoup de temps ouais, à expliquer ça. Et pendant la séance, je reviens sur les observables pour, entre chaque étape, valider vraiment la relation qui peut des fois se dégrader, hein, mais en tout cas, on l'explique et on l'observe. On met les mots dessus, quoi. Ben, oui, ce qui me semblait d'intérêt, c'est donner en effet ces observables très tôt et que la personne grandisse dans qu'est-ce que j'en fais? Dans la construction de la relation, dans la construction de l'interaction. C'est là qu'arrivait la notion de responsabilité de facto. On dit souvent qu'en equi-coaching, on a un devoir d'authenticité et de sincérité. C'est le contrat. Tout le monde a un joker, mais je crois que très tôt arrive cette notion de responsabilité et je pense que ça enrichit. En fait, mon propos, c'est que le souci du bien-être du cheval dans le cadre de la pratique, ça enrichit, ça démultiplie même notre pratique, en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut craindre, c'est pas quelque chose dont il faut se protéger, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Au contraire, c'est un levier gigantesque d'activation et de propulsion d'interaction au cœur même de notre pratique. C'est-à-dire qu'un client qui arrive et qui grandit dans ce souci-là va démultiplier le contenu de ses séances, c'est évident. Oui, parce qu'en plus, il va développer ce sens de l'observation. Mm. Là, on est avec un cheval, mais ça sera aussi avec les humains, en fait. Mm. Et ça, on grandit, on va le faire grandir dans ce sens-là. Et c'est mon responsabilité que j'aime bien. C'est vrai que je vais le prendre, cette histoire-là de responsabiliser encore plus, la personne. Il a un rôle à jouer et c'est hyper important de mettre ce mot-là, l'aspect responsabilité, en fait. J'aime bien ça. Je trouve pas la main qui se lève, donc j'ai mis un petit pouce levé, mais moi je rebondis beaucoup sur l'origine du mot responsabilité que j'ai mis tout à l'heure dans le Mm. chat. C'est la Ouais. capacité à répondre. C'est hyper rassurant quand on se Mm. met à considérer qu'être responsable, c'est en capacité d'être ressource. Et je te laisse imaginer, je vous laisse imaginer derrière j'allais dire, la place que ça peut prendre et combien ça peut résonner, non seulement dans l'interaction avec le cheval, mais dans la vie de tous les jours du bénéficiaire, du client, enfin de la personne qui est là en face du cheval, quoi. Je suis en capacité de répondre, ça veut dire ça, être responsable. Et là, ça vient complètement... euh, enfin, c'est responsable et pas coupable. Enfin, tu vois, c'était... Et oui, tout à fait, parce que quand il y a expression, il y a dialogue, et il peut y avoir mise au point. C'est pour ça que mon souci premier, c'était de vous donner de l'intérêt à réagir très tôt à l'émergence du stress. Parce qu'on reste dans de l'expression. Et il peut y avoir dialogue entre un humain et un cheval. Et en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, on lance une affaire d'équicoaching, il va y avoir du mouvement physique et émotionnel des deux côtés. Et l'idée, c'est que ça se parle, c'est donc que ça aille un petit peu dans la fuite, un petit peu dans la sidération, un petit peu dans l'attaque. Il faut que ces choses-là existent, un petit peu. On reste dans le vert, voire le orange clair.
Il faut que la personne soit autoporteur de ça, en responsabilité, en capacité de dialoguer avec le cheval. En disant, je vois bien que tu as durci ton encolure, regarde, je relâche la mienne. Et c'est des choses qui se font quasiment naturellement. Ça ne doit pas tourner autour de ça doit être du vocabulaire. Et donc les gens peuvent se répondre. Le cheval peut parler, être entendu, le bénéficiaire reçoit et lui répond. Et ce contrat-là, je pense qu'avancer sans ça, c'est faire prendre des risques à tout le monde. Et à nos clients, et à nos chevaux, et même à nous-mêmes, en termes de déséquilibre. Alors que si ça se parle en responsabilité, c'est en capacité à répondre, donc à s'exprimer, à être entendu, vu, considéré, et bien là, la vie est là. Le mouvement n'est pas entravé, ni le physique, ni l'émotionnel, et on est dans une grande affaire quand même, rappelons-le, on travaille avec les chevaux, c'est quand même des experts en régulation, donc il y a quand même cette régulation, cette recherche d'homéostasie qui se fait un peu seul si on est sur le bon terrain. C'est OK ça? Qui a une petite main en l'air? Alors moi, je vais du coup prendre le relais. Renaud, on a le titre, c'est Cheval en difficulté. Certains chevaux sont plus en difficulté, tu vois, en amont, Hmm. quelquefois, ont été un peu, comme nous l'évoquions au préambule, enfin en amont, sont un peu cassés, un peu traumatisés peut-être même. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je crois que tu as été formé, toi, à une méthode, mais qu'est-ce que nous, vulgus Ouais. pecunus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est tous des vulgus pecunus. Alors, il y a plusieurs choses. Là, on va revenir au tout début. L'état permanent du cheval, son état n'est pas bon. C'est ça un petit peu, non? Il n'est pas bon soit au niveau physique, soit au niveau émotionnel, soit les deux. Euh, bon, là, il y a une histoire de mesure de l'état, d'estimation de l'état. Moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours mis une gradation à 7. 7, c'est l'horreur. 0, c'est génial. À partir de 3, je ne prends pas le cheval. Alors 3, c'est quoi? C'est un état physique qui ne permet pas 3 allures. C'est des très grosses compensations d'équilibre, boiterie comprise. Ça, c'est pour le physique. Et l'émotionnel, c'est une incapacité à être ouvert. Le cheval locked in, fermé, sidéré par défaut, en dépression nerveuse. Il y a des observables pour ça. Vous pouvez aller voir une étude et je ne vais pas trouver son nom. De la responsable du DU historique, du DU d'éthologie de Rennes, Martine Hausberger, a fait une étude sur, en gros, pour résumer avec des mots simples, la dépression du cheval. Il y a des chevaux qui sont en situation de dépression, c'est-à-dire qu'ils ont tête dans un angle, ils sont plats comme une règle, ils sont pas avec les postérieurs au repos et les oreilles qui tombent sur les côtés. Bon, ben, ce cheval-là, très concrètement, il est à 7, il est donc inapte. Donc, comment mesurer l'état du cheval à son arrivée pour savoir si on peut l'utiliser ou pas? C'est un petit peu ça, bah, se donner une gradation et c'est à peu près les mêmes observables que tout à l'heure. Après, j'aurais tendance à dire que la vraie question, c'est oui ou non, l'équicoaching serait-il profitable à un cheval qui ne serait pas dans un état merveilleux? Ça peut, si tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure est au rendez-vous. Deux corps en résonance, un plutôt en responsabilité, de la régulation, de l'ouverture partout, ça peut faire du bien à un cheval très, 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 très entravé, par exemple. Donc, en fait, c'est toujours difficile à mesurer tout ça. Moi, j'ai une sorte de politique qui est un petit peu une politique de cheval, hein. C'est un peu la politique de ma grand-mère aussi. Je parle beaucoup de ma grand-mère. C'est on va faire avec ce qu'on a. C'est un truc de cheval, on va faire avec ce qu'on a. On a telle ressource, telle compétence, ben on va faire au mieux avec ce qu'on a. Et ben nous, souvent, c'est un petit peu ça, hein.
On a les chevaux qu'on a. Alors, je ne sais pas si vous avez tous des KWPN de 6 ans surentraînés qui n'ont aucun problème musculaire, aucun problème d'équilibre, aucun problème émotionnel dans une balance idéale en permanence. Non, ça n'est pas le cas. Et quand on loue des structures et quand on loue des chevaux, c'est souvent pas le cas non plus. Donc, en gros, comment on se positionne sous l'éclairage de la question du bien-être équin dans tout ça? On va faire avec ce qu'on a. Et donc, on va faire au mieux. Et si on considère tout ce qu'on a échangé avant, et moi, ça m'est déjà arrivé, je peux prendre un cheval qui n'est pas forcément super bien en point. Je peux prendre un cheval qui est un petit peu fermé et je peux lui faire faire une séance d'équicoaching qui sera très bénéfique pour le bénéficiaire et plutôt bonne pour lui sur un registre physico-émotionnel. Mais ça veut dire avant d'être face à cette situation, il faut avoir une politique de ça. Donc le cheval en difficulté, je le prends ou pas, on va faire au mieux avec ce qu'on a. Si se déplacer et être dans un rond ou un carré de 20 mètres est une souffrance sur lui, je ne vais pas le prendre. Je vais annuler ma séance, je vais tout annuler et je parlerai du bien-être équin pendant 6 heures. Mais s'il peut se déplacer, s'il peut se mettre en relation, dans ma politique et mon éthique actuelle, il y a des choses qui sont possibles. Ça te va, Hélène, comme réponse? Oui, merci beaucoup. Est-ce que, par exemple, là, si on échange encore un peu, vous avez déjà été mis en difficulté avec un cheval que vous estimez être en difficulté, inapte à ce que vous avez à faire? Ben, moi, j'ai déjà eu un cheval asthmatique. Donc, mais avec une attention, enfin bon, je connais bien la personne qui s'en occupe, et avec une évaluation avec lui, il peut le faire, il peut pas le faire. Parce que les phases d'asthme sont pas là. La dernière fois, je l'ai fait et on voyait que le cheval soufflait pas, quoi. Voilà. Mais il y a eu une Mm. fois où vraiment, je me suis dit là, c'est pas top. Donc à ce moment-là, c'est aussi pas plus, enfin rester, comment dit-on? Bah, je sais pas, par exemple, le cheval est resté au pas, enfin voilà, Mm. on fait avec ce qu'on a, c'est ce que, voilà. Tu pousses pas le cheval, moi. La dernière fois, elle est partie en vrille, mais c'était. Je m'en suis pas aperçue tout de suite que c'était à cause de mon bénéficiaire. Je croyais que c'était à cause du voisin, tu vois. Je crois qu'il y a une grande règle, c'est de ne pas faire payer aux chevaux le prix de notre pratique. Hum, Une première. Celle-là devrait être écrite sur toutes les hum, structures qui accueillent de l'équicoaching. Et une seconde, ne pas faire payer à nos clients le mauvais état initial des chevaux, hum. Ah oui. dans un souci de réciprocité un peu. Hum. Mais vraiment, double regard, hein, à la Stéphane, ne pas faire payer à nos chevaux le prix de la pratique et ne pas faire payer à nos clients un mauvais état initial du cheval. Et se faire une politique de ça. Je vois Adeline qui écrit, c'est vraiment le lâcher-prise, ça. Il y a ça et ça, ben comment je fais au mieux? Tu veux qu'on échange, Adeline? Là, on prendra la soirée. Euh, Hélène évoquait une pratique à laquelle j'ai été formé, qui est le MDR. Vous voulez qu'on échange un peu là-dessus ou on a encore à échanger sur bien-être, mal-être? Si on faisait tiens, un petit tour, pour qui, là, après une heure de discussion, le bien-être, c'est l'absence de mal-être? Vous pouvez mettre vos doigts comme ça. Et ouais, mais pour l'instant, au niveau de manière générique, le bien-être est décrit comme l'absence de mal-être, hein. Regardez l'ICES, l'IFCE, la charte du bien-être équin, tout ça, c'est s'il n'y a pas de mal-être, par défaut, il y a bien-être. Moi, je pense qu'on peut s'inscrire dans un truc qui va un petit peu plus loin, hein.
C'est-à-dire que le bien-être peut exister dans une logique de mieux-être. Sachant qu'on part d'une profession qui a comme adage, alors là je reprends peut-être l'adage de Guillaume Antoine, je ne sais pas si c'est notre père à tous, mais sa petite phrase choc là, un peu commerciale, un peu sympa, il n'est pas nécessaire d'aller mal pour chercher à aller mieux. Je pense qu'on peut la mettre au cœur un petit peu de ce qu'on a échangé ce soir. Il y a d'autres réactions sur tout ça? Moi, c'est Stéphane, là, ça me fait penser quand on mesure la douleur dans les soins, en hôpital, en Ouais. système de soins. On questionne la douleur, euh, mais est-ce qu'on questionne le bien-être, en fait? Et c'est un peu ça, je trouve. Et c'est tout à fait antinomique avec l'essence du coaching, Ouais. de donner un objectif par absence du contre-objectif, en fait. Mm. Je suis entièrement, mais entièrement, mille fois d'accord avec toi. C'est facile de détecter du mal-être, donc c'est la voie courte en fait, c'est le circuit court pour se dire tout va bien. Et l'idée, je crois que très globalement, elle a toujours été de se déresponsabiliser en disant ah mais moi j'ai rien fait de mal. C'est vachement plus facile, circuit court, rapide, plutôt que de dire j'ai contribué à mieux faire. Circuit long, compliqué, implication, responsabilisation, etc., etc. Donc là-dedans, on est encore accroché un petit peu à ça, je crois. Et je suis d'accord avec toi, c'est par essence un petit peu antinomique avec ce qu'on fait en accompagnement et en coaching. S'il n'y a pas de questions, de partage, de trucs, de machin, je pense qu'il nous resterait deux grands sujets, mais très courts, hein. Un, le cheval vraiment en situation difficile, comment je sors de là? En gros, avoir de la ressource. Moi, je sors d'une formation premier secours en santé mentale. C'est bien d'avoir des tuyaux pour sortir un cheval qui est vraiment dans la mouise. Donc, on va peut-être en partager deux, trois. Et deux, très très vite, le point sur le MDR qui permet d'inviter le cerveau émotionnel d'un cheval à se reconstruire. Génial. Un cheval qui est très en difficulté, dans le cadre de notre pratique, ça va être quoi? Soit il bouge plus du tout, soit il cherche à partir par tous les moyens, soit il attaque tout le monde. Les premiers réflexes, ce serait quoi? Ok, recréer du lien, dire je suis là, choper ses deux yeux. Vous savez que le cheval, il fonctionne soit avec un œil, soit avec deux yeux. Dire allô, il y a une ressource. Donc choper ses deux yeux, se mettre devant, taper dans les mains, n'importe quoi, montrer qu'on est là. Deux, à partir du moment où il nous percute, peut-être qu'avec un peu de chance, il nous prend pour référent, ça dépend de ce qui s'est passé avant, mais travailler à notre propre relâchement corporel. Respirer, inspirer exagérément, souffler, et pendant ce temps-là, créer, si possible, si c'est pas dangereux, si ça bouge pas trop, du contact physique, toucher. Si possible, pas trop trop loin de la tête. Et en gros, faire avec notre corps ce qu'on espère qu'il fera avec son corps. Un, recréer du mouvement, tout de suite faire marcher. Marcher, marcher, marcher. Et deux, si possible, accéder à la bouche et déclencher le réflexe de mastication qui va débloquer la langue, remettre les naseaux en respiration, faire cligner des yeux, faire bouger les oreilles et relancer la machine pour que peut-être des bonnes hormones s'invitent dans cet immense et grand bazar. Donc ça, c'est une ressource assez facile que connaissent un peu tous les cavaliers, mais c'est pas mal de se remobiliser un petit peu là-dedans, de se dire si un jour j'ai un gros, gros, gros problème, en gros, cheval qui bouge pas du tout, cheval qui bouge beaucoup trop, faire ça, ça marche. Ne vous faites pas croquer les doigts en mettant vos doigts à la commissure des lèvres des chevaux. Attends, Est-ce que vous... excuse-moi Renaud, j'ai une question parce qu'un cheval qui bouge beaucoup, pour le choper ses deux yeux, c'est pas très facile.
Ah, mais t'es un cow-boy, Sylvie, normalement, non? Tous les équicoachs Bah, sont je un sais peu pas, des parce que moi, cow-boys. j'ai eu l'autre fois un cheval qui s'est mis à, effectivement, qui était en stress total, qui s'est mis à tourner de moi à fond les gamelles. Bah ouais. Alors souvent, on voit des gens qui se mettent au centre et qui soufflent 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 et qui soufflent. Ça marche si le cheval est en lien avec toi. Ouais, ouais, je suis d'accord. S'il n'est pas en lien avec toi, il faut que tu te montres. Tu vas sur la piste, tu écartes les bras, il va jamais te traverser. Tu dis allô. Ouais, mais là, il fait demi-tour brutalement et moi, j'ai toujours peur que le cheval se fasse mal, hein. Ah ben si Dans tu as un club qui peur, il a m'appartient pas, peur. Et si tu as peur qu'il a peur qu'il ait peur, alors il a bah peur que ouais, mais toi t'aies peur enfin, d'avoir c'est peur. pas mes chevaux, ce sont pas mes chevaux, Et là, moi, on hein. bascule dans le grand. Mais non, mais tu as, tout à fait raison d'évoquer ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va fabriquer de l'escalade à tout ça? C'est la peur Moi, d'avoir je le peur. fais, mais demandez Ouais. ça à un bénéficiaire, alors que le cheval, Ah, mais quand on est dans le rouge, là, le bénéficiaire, on ouais. l'a mis à l'abri déjà et on le protège avec Ah notre ben, tu corps. l'as mis Et... ouais, des fois, c'est compliqué de le mettre à l'abri. Je te jure. Moi, ça m'est arrivé, franchement, je te montrerai la vidéo, le mettre à l'abri alors qu'il est au milieu et que l'autre Alors, il tourne comme un fou furieux. si on revient à ce qu'on a échangé tout à l'heure, si toi, tu as la pertinence de détecter très tôt le stress, la fuite, tu l'as déjà vu arriver. Et si ton bénéficiaire est un petit peu mobilisé là-dedans, la fuite, il est déjà en train d'essayer de la réguler. C'est-à-dire que la petite accélération du cheval un peu subite, on est déjà en train de travailler dessus. Tu vois ce que je veux dire, Sylvie? Donc là, on parle d'un cas extrême. Alors, en effet, des ovnis peuvent débarquer sur la Terre et des sangliers tomber du ciel dans un manège. Ça, c'est déjà vu. En tout cas, le cheval, je pense que lui, il s'imagine parfois des histoires un peu pareilles. Et tout allait bien et plus rien ne va. On a déjà vu ça. Donc on n'est pas à l'abri d'une situation incongrue, mais si les choses ont été faites préalablement, si le cheval est en lien, si on a déjà désamorcé un petit peu deux, trois petites réactions là qui commençaient à s'inviter, tu te montres, tu touffes, tu respires, tu touches, tu débrayes la bouche, il se repose sur toi, et puis après il pourra repartir avec son bénéficiaire. Mais normalement ça fonctionne. Ce qui est dangereux, c'est un cheval qui ne te voit pas. Parce qu'il est dans un délire de fuite tellement fort qu'il ne il te voit plus, en fait. Ni toi, ni ton... Il voit plus rien. Le seul truc qu'il voit, c'est est-ce qu'il peut sauter ou pas cette barre de 1,50 m avec 20 mètres d'allant, quoi. C'est sa seule question. Sylvie Gounel au milieu, il s'en fout. C'est pour ça que Sylvie Gounel, elle doit dire allô, aïe, je suis là. Ça te parle un peu? Mais à l'inverse, le cheval qui bouge plus du tout, c'est la même chose, hein. Exactement la même réaction. Le mouvement, c'est la vie. Remettre du mouvement. Et évidemment, ne pas hésiter à remettre un licol pour faire marcher cet animal et faire en sorte que son sang draine et repasse partout dans le corps et repasse par le cerveau et chope peut-être au passage des hormones un peu plus sympas que du cortisol ou de l'adrénaline pure, mais fasse un cocktail un peu plus intéressant. Ça, c'est pour le cheval qui serait vraiment en situation de très grande difficulté. Alors sachez dans ce registre-là qu'un trop-plein d'adrénaline, ça part très très vite. En quelques minutes, c'est tari, son effet est tari. Un trop-plein de cortisol, où on avait pour minimum 20 minutes à faire marcher, pas actif le cheval, dans une très forte respiration. Donc finalement, le cheval, sidérant, tendance sidérante, un peu locked-in, un peu dans l'introspection, son hormone, c'est le cortisol, c'est l'hormone du mal. Parce qu'elle est longue, elle est très très longue à partir cette hormone qui gèle, qui sidère, qui durcit le cheval. C'est celle qu'on voit le plus souvent, c'est la plus répandue, mais celle qu'on constate le moins. C'est celle qu'on voit le plus en médiation équine, celle qu'on voit le plus en équicoaching, parce qu'elle s'invite de manière insidieuse petit à petit. Il me semble que les vétos appellent un axe qui s'appelle HHA, hypophyse, hypothalamus, amygdale, l'axe du mal. Et c'est le chemin qu'emprunte le cortisol pour se produire et aller se répandre dans le sang. Mais là, je dis peut-être une connerie.
à vérifier. Mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. HHA, hypophyse, machin, amygdale. L'axe du mal, c'est le chemin du cortisol. Carole, tu as un truc à dire? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai juste une question, enfin, un petit point, c'est pour Sylvie. Je suis désolée, je viens de changer de casquette. Sylvie, ça fait des mois et des mois que la commission accréditation cherche une vidéo d'un cheval qui est parti en stress lors d'une interaction. Et il me semble que tu viens d'évoquer que tu as une vidéo comme ça. On t'entend pas. J'en avais une, mais elle date un peu. J'espère que je vais la retrouver. Et Non, il faut que je Sylvie, tu es demande en train de nous dire, l'autorisation à Sylvie, t'es mes en train de nous clients. dire que tu brûles l'épreuve. C'est pas sympa. Non, mais tu sais, j'en ai tellement des vidéos. En tout cas, ça serait vraiment précieux, Sylvie, si C'est tu un retrouves cheval qui, cette à vidéo. chaque fois qu'il passait devant ma caméra, il pétait en l'air. Et j'avais mes deux clients au centre qui le regardaient. Ils ne savaient plus quoi faire. Bon, je vais essayer de la retrouver, je te promets rien. Et il Oui, faudra mais ça l'autorisation en serait plus. super précieux. Il faudra l'autorisation des Ah, clients, bien hein. sûr. Pour l'instant, si tu permets, on va juste la visionner pour voir. Enfin, Ouais, mais il faut que je la retrouve. J'espère que je vais te la retrouver. Je te promets cherche. rien. On te demandera bien sûr de demander aux personnes et on shootera les visages, et etc., etc. Moi, je vais essayer de te la retrouver. C'est dommage, tu m'aurais dit ça, j'aurais filmé. Commis. Il y a 8 jours, j'en ai eu une. J'aurais pu te... C'est con, j'aurais pu te la filmer parce que Et ils étaient toutes les deux parties en vrille. Donc en plus, j'avais deux espaces et les deux sont partis en même temps, hein. Ok, Donc tu c'était as bien fait de assez. t'occuper de tes chevaux et de tes clients plutôt que de filmer. Bah Mais au cas ouais, où, une vidéo comme ok. ça intéresse D'accord. beaucoup la accréditation en ce moment. Dans ce registre-là, il faut que je partage un truc avec vous. J'ai eu un article de presse locale, Sud-Ouest, il y a 15 jours, 3 semaines, avec la pire photo du monde, je pense. Une jument, bouche serrée, naseau ultra pincé, œil blanc, oreille en arrière. Le rêve de la photo d'Equicoaching. Autant vous dire que ça a canardé plus que sévère sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis évidemment défendu de rien parce que je n'ai évidemment pas choisi cette photo. La presse est encore libre en France. Donc, j'ai ni corrigé l'article, la presse est libre en France, ni choisi la photo. Et on n'est pas à l'abri, en effet, de ce genre d'image. Même si on prône et on travaille, on se soucie évidemment de tout ce qui a été échangé là, mais on n'est pas à l'abri, en effet, d'une image prise là, qui illustre quoi? Qui illustre que l'équicoaching, oui, c'est une interaction, et les interactions, parfois, ça bouge beaucoup l'espace d'un instant. Je rappelle que la mal-être, ça ne se mesure pas sur un instant. Si on prend l'éthogramme de la douleur de Sue Dyson, ça se mesure dans une durée de minimum 2 à 3 minutes ou dans une répétition constante d'un état. Un état isolé, on ne peut pas appeler ça souffrance ou mal-être. C'est une expression. OK? Gardez ça en tête, c'est pas mal. Donc Sylvie, c'est pas parce que tu as un cheval qui a explosé pendant 2 minutes, s'il est revenu, il s'est exprimé. Par contre, s'il a fait ça 8 minutes de manière répétée, oui, il était en souffrance. OK? Ça apaise un peu, ça soulage un peu. À tes souhaits, Sandrine. Vous voulez vite, rapidement, une toute petite info EMDR parce que ça a l'air de passionner les gens un petit peu ce truc-là. Ouais, il nous reste 6 minutes, donc je te 6 propose minutes. de Très nous en vite. parler, Renaud. Le MDR, c'est quoi? Et pourquoi j'ai eu le souci de me former à l'EMDR? Parce que parfois, je voyais des... Vous savez qu'outre les coaching, j'ai une activité dans l'accompagnement du couple cavalier-cheval et dans l'accompagnement des couples en difficulté. C'est très drôle comme intitulé couple en difficulté. C'est très joli. Bref, oui, couple en difficulté. Et parfois, des propriétaires, malheureusement, n'avaient peut-être pas le temps, la patience, l'envie ou le budget pour se former aux gestes premiers du cheval, mais malheureusement avaient un cheval dans leur jardin dont ils devaient s'occuper. Et donc, nous, on intervient, tout va bien, on régule le couple, le cheval, puis on s'en va, et le téléphone ressonne 6 mois plus tard, et le propriétaire dit, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Donc, soit je peux plus l'attraper, soit je peux plus monter dans le vent, bref.
Et je me suis dit comment je peux faire pour aider le cheval en direct, plutôt qu'aider le couple ou le propriétaire. Et est arrivée cette histoire de MDR. Ma femme pratique le MDR sur les humains et je me suis dit que j'allais pratiquer le MDR sur les chevaux. Le MDR part du constat que notre cerveau émotionnel est un truc absolument génial et super qui a des capacités d'auto-cicatrisation s'il va bien. En gros, on peut réparer des traumas et des phobies exactement comme la peau cicatrise. Vous voyez, sur le nez, là, j'ai une petite griffure de mon petit chiot qui m'a griffé ce matin. C'est en train de cicatriser. Eh bien, les phobies et les traumas, donc le champ émotionnel, c'est exactement la même chose. Notre cerveau émotionnel, si tout va bien, est fait pour cicatriser. Par contre, de temps en temps, le choc est tellement fort, intense, ou alors le choc est tellement répété et lancinant sur le temps, qu'il se crée un gel des capacités d'auto-guérison du cerveau émotionnel. Il y a un trauma, il y a une phobie. Le MDR, c'est relancer le système d'auto-guérison du cerveau émotionnel sur des phobies et des traumas. C'est clair? J'avais pas du tout travaillé mon speech. Donc en gros, c'est dire à une phobie et une trauma, reviens un petit peu t'évoquer par-ci par-là, je relance la machine d'auto-guérison du cerveau émotionnel, et donc il y a plus ou moins, enfin dans un temps plus ou moins court ou long, je peux donc aller nettoyer, rebooter, faire se guérir une phobie ou un trauma passé. Génial, non? Enfin, c'est le truc le plus cool de la Terre, franchement. Le problème, c'est quoi? C'est que le cheval étant un petit peu catalogué comme un enfin, animal hypersensible, ou pas loin, le travail sur les chevaux appelle des protocoles hyper longs, 6, 7, 8, 9, 10 séances, alors que chez le chien, par exemple, s'il n'est pas en situation d'extrême difficulté, s'il n'a pas été ultra traumatisé, bref, il y a tout un tas de critères, en une séance, on peut le rebooter. Donc, je m'en sers sur mes chevaux, éventuellement les chevaux de mes amis, mais commercialement, vous comprenez que c'est très difficile à faire vivre une pratique où il faut jusqu'à 10 séances pour peut-être éventuellement apaiser un cheval au niveau émotionnel. Et ça représenterait des coûts qui peuvent être difficiles à porter pour un propriétaire. Renaud, est-ce qu'on peut imaginer, bon, moi je connaissais le MDR pour les humains, pour les chevaux, je connais le processus de la complétion. Ouais, Mais est-ce qu'on peut imaginer que sur un cheval, par exemple, sur lequel on voit que la séance sur laquelle il vient d'intervenir ouais. a été un petit peu difficile pour lui émotionnellement, sous-entendu, son état ne se régule pas complètement, donc il y a peut-être une petite trace de dérégulation qui va rester, mais ça vient de se passer dans l'instant, d'accord? Est-ce qu'on pourrait imaginer que à la sortie de cette séance ou dans les heures qui suivent, une séance de MDR pourrait aider juste à remettre ce petit clic-là ou tu ne penses pas du tout? Alors, c'est une très bonne question parce que on sait que le MDR humain, plus il est réalisé tôt, mieux il marche. C'est pour ça C'est que pour ça que je pose la question. les sapeurs-pompiers interviennent sur les accidents de la route et tout ça en MDR Mm. directement, quasi systématiquement maintenant, ou dans ce genre de situation. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a la situation, donc on la connaît très bien et ça va permettre aux praticiens de travailler très bien sur des données très concrètes. Donc oui, on peut tout à fait l'imaginer. Ok. Euh, avec différentes manières de faire, mais oui. Est-ce C'est qu'on une pourrait des- imaginer que c'est une compétence qui est trop compliquée juste pour ces interactions, enfin, comment dire, Oui, cette interaction entre guillemets flash? oui, Est-ce parce que tu qu'on penses que c'est découvre, quelque... on découvre vite qu'on peut faire autant de dégâts que de. Oui, c'était ma Ouais. question. Ok. C'est Ok. très précis, très protocolaire, très précis. Ouais, comme pour les humains. Mm. Voilà.
Ok. Ouais. Salut Jérôme. C'est Une, Jérôme. une séance de MDR pour un cheval dure combien de temps? Ça dépend des protocoles, mais ça va être des séquences entre 20 minutes et une demi-heure. Ça peut être beaucoup plus court que ça. En fait, il y a deux choses à mettre en place. Il faut mettre en place ce qu'on appelle l'état bien-être. C'est une sorte de safe room pour le cheval, un état dans lequel il est vraiment bien, un état ressource en fait. Et donc, d'abord, il y a l'installation de ça, ce qui est un état dont on va avoir besoin pour travailler. Et après, il y a le travail thérapeutique, thérapeutique entre guillemets spécifique. Mais d'abord, il faut installer cette chose-là pour pouvoir les travailler en direct sur le cheval. Donc en fait, il y a l'installation de ça, et après, la durée de chaque séance peut être très très courte, hein. Ça peut être 5 à 10 minutes, mais il faut répéter plusieurs fois. Soit répéter plusieurs fois dans le cadre d'une séance, soit répéter plusieurs fois sur des journées différentes. Je vais poser une question stupide. Avec l'humain, il peut te parler de son trauma, il peut mettre des mots sur un moment donné ce qu'il a vécu, un viol, un attentat, quelque chose de très douloureux. Le propriétaire du cheval que tu vas voir, il sait pas forcément d'où ça vient cet état-là? Et C'est oui, important. c'est pour ça qu'on travaille évidemment avec le propriétaire. C'est pour ça que c'est très difficile quand on ne connaît pas les situations exactes de l'inscription traumatique de travailler. C'est pour ça que dans le cas du cheval, très souvent, on se retrouve avec des protocoles qui sont très très longs, parce qu'on suppute que ce cheval a été battu, on suppute que ce cheval a été isolé, mais on n'a pas les conditions réelles. Et c'est très difficile de travailler quand on n'a pas les conditions réelles. On est obligé comment dire, de remotiver ce travail de cicatrisation sur un panel hyper large pour pouvoir toucher la chose. On travaille quasiment à l'aveugle en fait. Par contre, le cheval qui va bien, qui est sympa, qui est mignon, qui est joli, qui a jamais eu aucun problème, qui veut pas monter dans le vent, en 20 minutes de MDR, on le fait monter dans le vent. Mais le vieux trotteur multipropriétaire, c'est compliqué. Et Renaud, est-ce que c'est comme pour les humains, c'est les mouvements des yeux, c'est ça? C'est du tapping Ah, d'accord. avec les On petits tape doigts. sur le. C'est de Ouais, l'EFT, c'est ce que je fais avec les humains, moi. ouais. Je connais pas. Moi. C'est du tapping à gauche et à droite de la colonne vertébrale. D'accord, il faudra que tu me montres. Mais il paraît qu'on peut faire avec les gens en posant la question cheval. Moi, j'ai des gens avec l'EFT qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, de demander à travers la personne, de demander de quoi le cheval, comment va le cheval. À titre individuel, c'est un terrain glissant sur lequel je travaille Ouais, pas. mais je peux te dire que c'est bluffant. Moi, j'ai eu quelqu'un qui l'a Certainement. fait, c'était bluffant. Mais c'est vrai qu'à considérer le cheval en difficulté d'une et le mieux-être deux, c'est vrai que le MDR animal est une ressource véritable. Vraiment, vraiment. Stéphane, je crois que tu as une question. Stéphane n'a pas de question. Ou alors il n'a pas mis son micro. Il a son micro, mais il a peut-être plus de réseau. Pardon, oui, oui, pardon, il était en mute. On parle de MDR ou de FT? L'EFT, c'est l'EFT en fait. Le Ah oui, MDR pas animal. le MDR. Ah, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Le MDR animal, ça a été déposé. Ça a été le protocole, le process a été certifié par, et là j'ai un trou, l'INRA, je crois, une cellule de l'INRA, et la seule formatrice est française, elle est à Marseille. Et Mais donc, c'est c'est quand bien même de l'EFT. Ouais, c'est bizarre qu'ils appellent ça le MDR parce que le MDR, ce Ben sont oui. les yeux. En des C'est yeux. Eye Movement Desensibilization. Mais oui, alors il faut comprendre les choses un tout petit peu plus profondément. En fait, ce qu'on répète, pourquoi on utilise les yeux en EMDR? C'est pour remettre le cerveau émotionnel dans la même dynamique, enfin plus ou moins, de ce qu'il fait quand il rêve. Et quand on rêve, on a les yeux sous les paupières qui font ça. Tous ceux qui ont des chiens le savent. Donc on utilise les yeux avec par exemple un crayon, un truc pour faire accéder à cette chose-là,
Mais quand tu fais du tapping, tu fais exactement de la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? L'acronyme EFT, il veut dire quoi pour ma culture? Emotional Freedom Technique. Attention, Adeline, on est chez des spécialistes. Bien. Il est déjà 20h05, c'est passionnant. Je Ouais, sens je vous qu'on laisse. a encore plein de sujets à, à débattre, à apporter. Je vous propose tout de même qu'on clôture cette Ouais. soirée. Déjà en te remerciant, Renaud, merci beaucoup de t'être rendu disponible, de nous avoir évoqué tous ces sujets que tu connais bien. C'était passionnant. Je vois qu'il y en a beaucoup qui te remercient. Mais comme j'ai dit au début, merci surtout au Sympact de faire rentrer ça dans les préoccupations et dans les webinaires et de faire en sorte qu'on puisse parler, discuter de tout ça, parce que ça me paraît absolument essentiel. Merci pour faire avancer les choses, effectivement. Et pour ça, on a besoin de chacun. Je vais arrêter.